Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Ivana Davo, responsable de la distribution France chez iShares. Bonjour Ivana. Bonjour Laurent. Et là, les gens qui nous regardent régulièrement se disent « Ah mais ça y est, je sais, c'est pour leur rendez-vous trimestriel du palmarès des ETF iShares disponible sur Boursorama ». Eh ben non. On a décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent parce qu'il s'est passé des choses au premier trimestre, mais bien moins que ce qui s'est passé sur le mois d'avril, mois qui a marqué le début de la guerre commerciale décidée par Donald Trump. Et il faut le dire, on a vécu des séances assez ébouriffantes, donc on a décidé un petit peu de recentrer, c'est ça, en tout cas de raccourcir ce palmarès. Exactement, Laurent. Ouais. Effectivement, le premier trimestre 2025, c'était un long fleuve tranquille. Hein. On a commencé le début de l'année assez calmement, mais on a connu un mois d'avril absolument tumultueux, hein, digne des grandes montagnes russes, avec des performances qui ont pu osciller parfois entre plus 10, moins 10. Grosse volatilité. En quelques jours. Exactement, volatilité, hein, on connaît le VIX, hein, qui est l'indice de référence pour regarder la volatilité. Il est remonté à des niveaux... On appelle l'indice de la peur aussi, hein, des fois. Des niveaux proches finalement de ceux de 2022. Donc ça a inquiété beaucoup les investisseurs. On l'a vu sur le mois d'avril, les actions internationales qui sont retranscrites par l'indice MSCI Monde ont finalement perdu 5% sur le mois d'avril. Ça aurait presque pu être pire. Bon, surtout qu'on se parle à un moment où finalement les marchés vont mieux, on retrouvait de l'allant. On va quand même s'intéresser à ce qui s'est passé sur avril. Et forcément, il y a des nouveautés, il y a des ETF qu'on n'avait pas vus jusqu'alors. On va commencer par le haut du classement, le haut du palmarès, avec un ETF sur le Mexique. Son petit nom, c'est iShares MSCI Mexico Cap UCITS. Que vient donc faire le Mexique, selon vous, en haut de ce classement ? Alors, dans ces marchés chahutés qu'on a connus au mois d'avril, étonnamment, ou pas étonnamment d'ailleurs, l'Amérique latine s'est plutôt bien comportée. Ça a même surpris un petit peu, et en particulier le Mexique qui s'est démarqué. Alors, ces facteurs régionaux s'expliquent sur plusieurs fondamentaux relativement solides. C'est vrai qu'en Amérique latine, plusieurs économies affichent une stabilité macroéconomique relativement stable, une inflation qui est plus ou moins maîtrisée, avec des politiques monétaires, notamment politiques brésiliennes et chiliennes, qui ont commencé à baisser les taux. Et donc, ça crée une certaine stabilité en Amérique latine. Également, on voit une demande mondiale en matières premières, notamment dans le cuivre, le lithium et le pétrole, qui est reparti. Et donc, ça aide cette région. Mais finalement, qu'est-ce qui explique la relative stabilité du Mexique? C'est avant tout ces fameuses tensions entre les États-Unis et la Chine qui ont indirectement bénéficié la région sud-américaine dans un contexte de hausse des droits de douane. On en a beaucoup parlé. Beaucoup d'entreprises nord-américaines ont préféré relocaliser leur production vers des pays plus proches, qui sont moins impactés par cette guerre commerciale. Ils veulent réduire leur dépendance en Asie. Le Mexique, de par sa proximité et une main-d'œuvre compétitive, a effectivement tiré profit de cette instabilité. Le Mexique était visé aussi, mais très vite on est rentré dans l'annonce de négociations, c'est-à-dire un petit peu ce qui se passe de façon plus générale. Deuxième ETF qu'on va retrouver, l'iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF, hausse de 4,9%. Et alors je me suis dit, tiens, donc ça c'est... On le voit pas beaucoup ce film. Oui, le retour des obligations climatiques, ça y est ? Dans une période de forte volatilité, de contexte incertain, c'est vrai que les investisseurs ils vont tendance à privilégier des actifs résilients et alignés avec des tendances long terme, comme la transition énergétique. Les obligations climatiques, on sait, elles financent des projets verts concrets dans les infrastructures, dans l'énergie propre, dans l'adaptation climatique, et elles ont un double avantage. Elles vont offrir une stabilité relative et offrir une exposition thématique. Elles sont à la fois soutenues par des engagements publics et privés qui sont croissants en faveur de la neutralité carbone, et elles apparaissent comme une solution tactique face aux secousses de marché qu'on a pu connaître ces dernières semaines. Non mais attendez, Ivana, le président américain, sa devise c'est drill, baby drill. Est-ce que ça peut quand même... Pas seulement. Non mais vous avez raison de le souligner. C'est vrai qu'avec l'arrivée de M. Trump à la Maison-Blanche
En janvier, la politique fédérale des États-Unis a été claire, moins favorable aux initiatives climatiques. Cependant, ça ne va pas seulement freiner la dynamique globale de l'investissement durable. Tout d'abord, il y a quand même un certain nombre d'États américains, de grandes villes, de sociétés qui continuent de s'engager vers une trajectoire à bas carbone, indépendamment des orientations de la Maison-Blanche et de M. Trump, mais également au niveau de l'échelle mondiale. On a vu, la tendance reste forte, que ce soit au Canada, au Japon, en Europe. Les économies développées poursuivent activement leur politique de décarbonation. Et enfin, les investisseurs privés exercent une pression courante pour que les capitaux soient dirigés vers des projets plus responsables. Bon, le retour des obligations climatiques. On espère que ce sera pour le long terme. On espère que là aussi, ça va être durable. Troisième ETF, iShares Diversified Commodity Swap. Alors là, on peut se dire c'est un peu technique, mais se cache derrière quelque chose de beaucoup plus concret. Beaucoup plus concret, beaucoup plus matières premières. Exactement. C'est un ETF qui va investir dans un panier de matières premières diversifiées. Et notamment dans l'or, et on le sait. Voilà. L'or reste la valeur refuge de référence dans un contexte d'incertitude géopolitique, volatilité accrue, inflation. C'est un peu le cocktail explosif qu'on a connu au mois d'avril. Et du coup, dans ce contexte-là, l'or a été le grand gagnant. C'est encore près de 8% sur le mois d'avril que le 11 d'or a progressé. C'est 25% depuis le début de l'année. Notre ETF diversifié, il a en partie bénéficié de cette croissance et c'est pourquoi on le retrouve en haut du palmarès. Voilà, et un once d'or qui a même dépassé la barre des 3500 $ avant de refluer un petit peu. Et si on regarde en bas de ce top 5, pour le coup, celui-là, on a l'habitude. C'est un grand classique, l'iShares Blockchain Technology UCITS ETF. Mais c'est intéressant quand même parce que on avait l'impression que ça allait un peu moins bien sur la tech au premier trimestre. Oui, on aurait pu effectivement s'étonner de voir cet ETF dans le top 5. Le secteur de la tech est en souffrance depuis le début de l'année. Je vous rappelle notamment dû à cause de certaines valorisations qui étaient excessives. On a vu des baisses assez significatives sur les Magnificent Seven. C'est pas facile à dire. Également un secteur qui souffre dans un contexte de ralentissement économique. Malgré cela, le sous-secteur de la blockchain a continué d'afficher de belles performances. Alors, vous le savez, la blockchain, c'est la technologie qui permet de stocker et transmettre des informations de manière sécurisée et transparente, sans intermédiaire, et qui est notamment utilisée par le secteur des crypto-monnaies. Ces nouvelles devises, elles sont d'ailleurs parfois considérées à plus ou moins raison comme des valeurs refuges potentielles. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, mais en tout cas, c'est vrai que le Bitcoin, quand on y réfléchit, on l'appelle l'or numérique. Et ça intéresse de plus en plus des investisseurs en quête de diversification. Malgré la volatilité qu'on peut voir sur les crypto-monnaies, l'ETF iShares Blockchain Technology, il va bénéficier à la fois de l'intérêt grandissant des investisseurs, mais également des technologies associées qui sont de plus en plus crédibles. Bon, quand on écoute comme ça ce palmarès, on pourrait se dire mais tout va bien, belle performance, ETF. Bon, on oublierait presque que ça t'est quand même un petit peu chahuté. On va s'intéresser maintenant au bas de tableau et on commence avec l'iShares Asia ex-Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF, toujours des noms qui sont vraiment des poèmes, baisse de 13,7%. Bon, là, on se dit... C'est un peu l'illustration de ce que vous nous disiez dans la première partie. Oui, alors effectivement, on a quelques ETF qui ont rayonné, mais la réalité du terrain, c'est que le mois d'avril, c'était un véritable mois de tempête. Et donc cet ETF a effectivement bien souffert. On le sait, c'est les annonces de M. Trump sur les augmentations des tarifs douaniers qui ont mis à rude épreuve les marchés financiers et notamment l'Asie. On se rappelle ce 2 avril avec ces annonces fracassantes. Quasiment 50% d'augmentation sur les exportations vietnamiennes. Alors même si effectivement les États-Unis ont fait pas mal marche arrière dans la plupart des annonces des tarifs douaniers, ce n'a pas été le cas avec la Chine. Les deux pays, que ce soit les États-Unis et la Chine, ont aujourd'hui affiché une mésentente qui est claire. Et toutes ces tensions, elles ont effectivement impacté cet ETF iShares Asia, excluding Japan.
J'en profite parce que je ne sais pas si vous remarquez dans le titre, il y a marqué Enhance Active. Oui, alors là, j'allais vous poser la question, mais ça veut dire quoi ça concrètement? Mais oui, je vais faire ma petite promo quand même, parce que je voulais préciser que c'est un ETF qui fait partie de la nouvelle gamme des ETF actifs que BlackRock a lancé récemment. Quand on dit Enhanced Active, ça veut dire qu'on va combiner à la fois une gestion passive avec des ajustements tactiques pour essayer de capter davantage de performance que les indices traditionnels. Et donc d'ailleurs, c'est des ETF qui peuvent être parfois plus sensibles aux dynamiques locales de marché, ce qui explique d'ailleurs en partie sa contre-performance sur le mois d'avril. Bon, des ETF avec une fraction de souplesse supplémentaire pour s'adapter au contexte. On va continuer, il n'y a pas que l'Asie qui souffre sur ce mois. Eh bien oui, c'est pas surprenant, 2 ETF portés sur les valeurs américaines. On a l'iShares US Equity. Ah tiens, Enhance Active, voilà. UCITS ETF, et l'iShares Dow Jones US Select Dividend, UCITS ETF là aussi. Bah oui, forcément, la guerre commerciale, elle fait des dommages des deux côtés. Des deux côtés. Mais pas seulement. Pas seulement. C'est vrai que le ton se durcit pour les États-Unis, notamment dans un contexte de taux d'intérêt élevé, qui va peser à la fois sur des entreprises de croissance, mais également des entreprises tournées vers des versements de dividendes. Les financements de ces entreprises deviennent plus coûteux. Certaines entreprises revoient leurs priorités, notamment la réduction des dividendes. Mais effectivement, comme vous le disiez à l'instant, au-delà de la remontée des taux, les tensions commerciales avec la Chine notamment, mais finalement avec le reste du monde, alimentent un niveau climat d'incertitude. Finalement, on en a beaucoup parlé, cet exceptionnalisme américain, cette idée que l'économie américaine soit plus solide, plus forte que les autres, elle commence à être remise en question. Oui. En tout cas, les investisseurs y croient un petit peu moins et c'est pourquoi ils se détournent des actions américaines. Alors, les matières premières ne se ressemblent pas toutes, Ivana, parce qu'on a parlé d'un ETF qui était parmi les meilleures performances. Il y en a 2 qui sont clairement en bas de classement. l'iShares MSCI World Energy Sector ESG et l'iShares Oil and Gas Exploration and Production. On pourrait se dire comme ça de prime abord que ça peut être un peu contre-intuitif, mais quand on creuse un petit peu dans l'actualité et les perspectives économiques, c'est finalement plutôt assez normal. Oui, et puis c'est vrai qu'on ne peut pas comparer les matières premières minières de la même manière que le secteur de l'énergie, via le pétrole et le gaz, même si ça s'était relativement bien tenu en début de l'année. Le secteur de l'énergie décroche clairement à partir du mois d'avril et malheureusement ça continue sur le mois de mai. On l'a vu, le cours du pétrole est passé en dessous des $60 le baril et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de raisons qui expliquent cette chute. Tout d'abord, un ralentissement de la demande chinoise, également une hausse des taux d'intérêt, notamment aux États-Unis, des craintes de récession mondiale et puis très récemment, on l'a vu, cette augmentation de la production de la part des pays de l'OPEP qui vient d'être annoncée. Tout ça, ça a un impact sur les marges des entreprises du secteur, surtout celles qui sont orientées vers des métiers d'exploration et de production. Et même si un de nos ETF le MSCI World Energy Sector ESG a des valeurs qui sont mieux notées de par cette composante. On peut se dire peut-être qu'il aurait mieux résisté. Oui, cette composante ESG aurait pu aider, mais finalement, ça n'échappe pas à la baisse. L'ETF perd près de 15% sur le mois de mars, dans un contexte global qui pèse lourd. Voilà, un palmarès réduit, mais plein de choses à dire. Merci Ivana pour ces explications donc sur ce palmarès ETF sur le mois d'avril. Merci Ivana. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.